Le 80e anniversaire de la rafle du Veldiv, commémoration hier en France de ce qui fut la plus grande arrestation de juifs dans le pays pendant la Seconde Guerre mondiale. 13 000 personnes, dont un tiers d'enfants envoyés ensuite dans les camps d'extermination. Emmanuel Macron a redit la responsabilité de l'État français dans ce crime de masse. Et merci Laurent Joly d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Vous êtes historien et vous publiez chez Grasset La rafle du Veldiv, un livre enquête où vous revenez notamment sur la responsabilité de la police et de l'administration française dans cette rafle. Et avant de lire des documents inédits auxquels vous avez eu accès, est-ce que vous vous doutiez déjà de cette responsabilité de la France? Non, elle était parfaitement établie par la recherche depuis très longtemps. Les premiers travaux ont été publiés à la fin des années 40. Vous avez eu les travaux de Serge Klarsfeld, entre-temps Paxton. Donc la responsabilité du gouvernement de Vichy, elle était établie, connue. Depuis 30 ans, on a aussi eu beaucoup de témoins, souvent des gens qui étaient jeunes, enfants, adolescents et qui ont témoigné, beaucoup témoigné. Donc la rafle du Veldiv, évidemment, on connaît. Et puis il y a eu le discours du président Jacques Chirac en 1995. Ce qu'on connaissait moins, en revanche, c'était la dimension concrète, policière. Donc dans ce livre, ce que j'ai essayé de faire, c'est à la fois de rassembler tout ce qu'on savait comme connaissance, rassembler un grand nombre de témoignages, suivre un certain nombre de témoins. Parmi eux, on en a entendu beaucoup ce week-end. Rachel Gédinac, Esther Seno, Sarah Montard aussi, que vous aviez invité ici, je crois, il y a quelques années. Rachel Gédinac, on l'a interviewé là. Rachel Gédinac, vous avez interviewé récemment, Sarah qui est décédée. Donc rassembler le maximum d'informations aussi biographiques qu'on peut trouver dans les archives de l'administration, de l'État, de la police. Donc raconter cette histoire comme une histoire à plusieurs voix. Voilà, il y a les bourreaux, les décideurs, il y a les victimes, et puis au milieu, il y a la police parisienne à qui on a confié cette corvée, parce qu'ils ont vécu ça comme ça, une corvée, un sale boulot à faire. Donc comment on exécute ça? 4500 policiers. J'ai eu accès au dossier d'épuration de tous les policiers et fonctionnaires de la préfecture de police de Paris qui ont eu à rendre des comptes, et ça m'a permis d'aller au cœur de la manière dont ils ont vécu ces 2 journées terribles, quelle marge de manœuvre ils avaient. Et là, on découvre plein de choses, une gamme d'attitudes possibles. On peut tourner la tête, on peut prévenir, on peut dire « je reviens dans 2 heures ». Et à l'inverse, on peut faire pression sur les concierges, on peut... Et c'est ça. Il y a les rapports de concierges aussi. Les rapports des attestations de concierges, des rapports d'arrestation. Donc c'est plein de sources inédites qui m'ont permis d'incarner encore mieux ces 2 journées terribles. D'ailleurs, il y a des photos dans votre livre de ces policiers, de ces commissaires. C'est une première de mettre justement des noms et aussi des visages sur ceux qui ont exécuté justement cette rafle. Ces policiers, que leur est-il arrivé après la libération ? Vous savez, ce sont des gardiens de la paix, pour l'essentiel, qui ont été mobilisés, des inspecteurs de base, comme on dit, des inspecteurs de PJ, des inspecteurs de RG. Donc, ceux d'entre eux qui ont été collabos ou qui, ce jour-là, ont fait particulièrement du zèle, ils ont pu être interrogés. Donc, c'est comme ça que j'ai trouvé plusieurs dizaines de dossiers qui m'informent sur le déroulé des 2 journées. Mais l'immense majorité d'entre eux n'ont fait qu'appliquer les ordres, on ne pouvait rien leur reprocher. Ils avaient des fiches d'arrestation. S'ils se sont contentés d'appliquer avec plus ou moins de zèle leur fiche d'arrestation, on ne peut rien leur reprocher. En revanche, j'ai trouvé des documents intéressants sur ceux qui avaient fait du zèle, qui avaient arrêté des gens qui n'étaient pas dans leur fiche d'arrestation. Alors ça, c'était pas bien. Ils ont été punis. Ils ont été parfois punis. Alors c'est des sanctions qui paraissent dérisoires. J'en ai trouvé qu'un seul qui a été révoqué. Parce qu'en plus, il tenait des propos pro-Laval, favorables au chef du gouvernement de Laval. Mais sinon, c'est des sanctions dérisoires et souvent un classement, parce que ces policiers, après, ont pu bien se comporter, ont pu devenir résistants. Et si en plus, ils ont combattu en août 1944, au moment des combats de la libération, alors là, ils sont toujours lavés. Laurent Joly, la question qu'on se pose, c'est pourquoi il n'y a pas eu plus de désobéissance malgré tout? Parce que, vous le rappelez, cette rafle du Veldiv, ce sont principalement des femmes et un tiers d'enfants. C'est l'irréparable, comme l'a dit Jacques Chirac. Vous le dites, il y a des taux d'arrestation qui ont varié selon les arrondissements, mais pourquoi il n'y a pas eu plus de défiance, sachant qu'en plus, la population parisienne a très mal vécu ces arrestations? Oui, alors ça, ils s'en sont rendus compte au fur et à mesure que la journée avançait. Dès le lendemain, il y a un rapport des RG qui dit que la population est contre. Il y a plein d'incidents qui se produisent. Ça, j'ai trouvé dans les archives des hôpitaux, les archives des RG, différentes archives, les mains courantes de commissaires. Donc, il y a plein d'incidents. Donc, ça se passe très mal. Donc, les policiers sont pris dans un engrenage. On leur a demandé de faire ça, ils obéissent parce qu'ils sont aux ordres de. Mais c'est l'horreur quand même. Et c'est l'horreur. Donc, effectivement, tous n'ont pas été zélés. Et on arrive à ce paradoxe où c'est vraiment la plus grande opération qui a eu lieu en Europe de l'Ouest. 13 000 personnes arrêtées en moins de 2 jours, c'est vraiment un record. Mais
Les 2 tiers ont échappé. Donc vous voyez, c'est une réalité nuancée, mais effectivement pas de désobéissance ouverte. Personne n'a démissionné, mais certains ont tenté des petits gestes. Et il y a cette morale qui est dans un dossier d'épuration, policier qui dit revenir sans juifs, on ne pouvait pas. On pouvait faire de notre mieux, mais revenir sans juifs, on ne pouvait pas le faire. Donc vous voyez, il fallait au moins faire un minimum d'arrestations pour contenter ses supérieurs. Donc vous voyez, c'est cette réalité-là. Je vais citer quelqu'un que vous citez justement dans la conclusion de votre livre. Ce sont les autobus qui assurent les transports, les agents qui gardent. On ne voit pas le képi d'un brigadier allemand seulement. C'est bien la fin d'une civilisation qui avait pour base la liberté et l'humanité. C'est Paul Zuckerman qui écrit à sa fiancée Berthe à ce moment-là et qui dit bien que ce sont les Français qui sont là, personne d'autre. Oui, c'est ça la tâche voilà, c'est le drame pour ces gens-là, parce que la plupart sont des immigrés qui sont venus en France, qui ont été accueillis, et ils se sentent trahis, parce qu'ils ne voient que des gardiens de la paix, que des gendarmes, et donc ça les choque. Voilà, et donc il y a ce sentiment-là, et le cardinal de Paris, le monseigneur cardinal Suard, archevêque de Paris, va dire c'est l'irréparable. Il avait déjà prononcé ça. L'irréparable, vous voyez, il écrit ça le 16 juillet 42, et c'est le mot qu'on a dans le discours de Chirac, l'irréparable. Alors la période d'occupation et de collaboration a longtemps été tabou en France, même dans les manuels d'histoire et jusqu'aux années 80. Vous le rappelez, on écrivait que c'est la Gestapo qui avait organisé l'arrestation justement et la rafle du Vel-d'Hiv. Comment est-ce possible? Comme vous l'avez dit, pourtant il y avait le livre de Claude Lévy, je crois, qui avait été écrit. On savait que ce n'était pas la Gestapo. Alors pourquoi dans les livres d'histoire il y avait ça? Alors on savait, mais le livre de 1900, il y a un livre en 1967, Claude Lévy et Paul Tillard, Robert Laffont, grande maison d'édition. Mais quand on voit la réception, on voit que c'est plutôt, on va dire, des intellectuels de gauche, des journaux de gauche qui vont... Pour le reste, ça suit Historia, les grandes revues grand public, les Decaux Castelot, les manuels scolaires jusqu'au début des années 80, l'histoire de France en bande dessinée jusqu'au milieu des années 80, qu'on lisait enfant, racontait que c'était la Gestapo ou des soldats allemands qui avaient arrêté les Juifs, parce que c'était difficile d'accepter que les héros de la libération, parce que la préfecture de police de Paris, ce sont les héros des combats de la libération, 167 policiers morts, et puis organiser cette rafle. Qui était lié à ça, et donc on ne pouvait pas le dire. Voilà, c'était quelque chose. Et il a fallu attendre 1985 pour qu'il y ait une plaque qui dise, voilà, ce drame, parce qu'il y a déjà une plaque, c'est aux ordres des Allemands, oui, mais exécuté par la police du gouvernement de Vichy. Et jusqu'à longtemps, on a aussi dit que Philippe Pétain, justement, aussi, avait joué double jeu pour protéger les Juifs. Ça aussi, on le retrouvait dans les livres d'histoire. Oui, c'est ce qu'on disait dans les Decaux Castelot, dans Historia, que le maréchal Pétain s'était indigné en vain, etc. Or, c'est faux. Et ce que répète Éric Zemmour aujourd'hui, alors que c'est complètement faux. Il faut vraiment le dire. C'est totalement faux, il faut vraiment le dire. Il faut juste prendre le compte-rendu du Conseil des ministres du 3 juillet 42, où Laval annonce le crime qu'il est en train de préparer, et le maréchal Pétain valide en disant... Les Français comprendront cette distinction entre les Juifs étrangers et les Juifs français. Ben non, les Français ne l'ont pas compris. Ils ont été révoltés qu'on arrête comme ça. C'est des milliers de familles dont les enfants, c'était des familles, les parents étaient étrangers, mais les enfants étaient français. Voilà, donc Vichy ne protège pas les Juifs français, vous voyez, même si on devait utiliser cet argument-là. Avec des prénoms français pour faire plaisir à Éric Zemmour. Solange, etc. Voilà. Merci Laurent Joly d'avoir été avec nous. La rafle du Vel-d'Hiv, c'est publié chez Grasset. Je rappelle aussi que vous avez organisé l'exposition avec des dessins de Cabu, justement, pour commémorer la rafle du Vel-d'Hiv. Et c'est jusqu'au 7 novembre à Paris. Merci d'avoir été avec nous. Et je rappelle aussi qu'un dossier complet sur cette rafle est disponible sur notre site tv5monde.com avec, je le disais tout à l'heure, les témoignages d'une survivante, Rachel Gédinac.